Salut David. Salut Thierry. Bon, j'ai envie de faire plus ample connaissance avec toi pour que nos téléspectateurs sachent un petit peu mieux à qui ils ont affaire avant de parler de celui qui va vous accompagner peut-être pour réaliser votre rêve. On revient sur ton parcours de sportif. Le sport, ça a toujours été en toi, des études de sport, du coaching de foot. Tu nous racontes un petit peu ta vie? Étudiant en STAPS, donc j'ai une formation de prof de PS. En parallèle de ça, éducateur sportif, je me suis toujours occupé de jeunes au départ, et puis après j'ai entraîné donc dans le foot beaucoup, et puis dans d'autres sports aussi. Et puis prof de PS pendant 17 ans. Et puis j'ai créé ma boîte en 2009 parce que j'avais un besoin de passer à autre chose tout simplement. J'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour et puis ça ne me passionnait plus, donc j'ai pris la décision de changer de vie. Ouais. On revient rapidement sur ton parcours de sportif, de footballeur. Je te connais un peu, très bon technicien. Est-ce que tu avais déjà un gros volume de jeu? Parce que quand tu montes ta boîte, c'est clairement pour aider les gens à se remettre en forme. Peut-être pas tout de suite à aller faire des trails, on va y revenir. Tu avais déjà ça en toi, cette envie de courir, de découvrir des choses? En fait, j'ai commencé à courir un peu par hasard. C'est-à-dire que tout en jouant au foot, j'ai commencé à courir un peu par hasard, par curiosité. Et puis, en étant toujours un peu animé par l'envie alors, je ne sais pas si on peut dire de transmettre, mais de partager en tout cas. De partager. Donc, ma première expérience de course à pied m'a un peu traumatisé. Et puis à la fois. C'était laquelle? La Diagonale des Fous. Tu as commencé direct par la Diagonale des Fous? Ouais, ça, c'est bien avant que tu montes ta structure. Ah oui, bien avant. C'est quoi? C'est fin des années 90, c'est ça? 2000. En 2000, tu fais ta première diagonale? Ouais, en 2000. Sur quoi? Sur un coup de tête, une envie? Ouais, par curiosité. Disons que mon pote Vincent Guerrier de Flashport pouvait avoir des dossards. Il m'a chopé un dossard et puis je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. J'avais aucunement l'ambition à l'époque de coacher un jour, ni d'en faire mon boulot. C'était vraiment par curiosité. Curiosité qui a fait que j'y suis retourné en 2001, 2002, en 2003, enfin voilà, je les ai enchaînés un peu. Et on rappelle que tu en as fait 12. Hein. Tu as 12 diagonales des Fous, Grand Raid maintenant, on l'appelle, c'est ça à ton compteur. C'est ça, ouais. C'est quelque chose d'assez incroyable. On va revenir sur cette première expérience, mais tout à l'heure. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi tu décides donc de monter ta structure il y a une dizaine d'années maintenant. C'est vraiment pour aider garçons, filles de tous âges à se dire que moi aussi je peux me lancer dans un petit défi ou un très grand défi comme la Diagonale, comme Madère, comme l'UTMB. C'est quoi l'idée de départ? Au départ, l'idée c'est je le faisais déjà à titre gracieux, on va dire, à des potes qui voulaient préparer un truc, je les aidais. La Diagonale des Fous, j'ai entraîné plein de gens bien avant d'être entraîneur. C'est-à-dire parce que j'y suis allé une première fois, puis l'année d'après j'y suis allé avec un pote, et puis l'année d'après j'y suis allé avec d'autres potes, et ainsi de suite. Donc je les aidais à se préparer. Ils disaient tiens, David l'a fait, il connaît, il va me donner les tuyaux. Voilà, ouais, au départ c'était un peu ça. Et puis de fil en aiguille, quand je me suis installé, j'avais pas trop ça en tête. C'est-à-dire que c'était une corde à mon arc, mais rien de plus. Et il se trouve que la demande a fait qu'il y avait beaucoup de gens. On était en plein dans l'essor du trail à l'époque. Et il y a plein de gens en fait qui me demandaient pour ça, quoi. Exclusivement pour ça, et beaucoup pour la Diagonale des Fous. Donc de fil en aiguille, c'est devenu un peu une grosse partie de mon boulot, du coup, de préparer des gens, de les aider à appréhender ce genre de courses, d'événements, et de s'y préparer le mieux possible. Donc au départ, l'idée c'était de coacher les gens sans avoir de domaine particulier, et puis assez vite c'est devenu une grosse demande dans le trail, dans ce type d'événement. Tout simplement parce que j'avais eu la chance de l'avoir fait bien avant et d'avoir un peu de recul sur cette pratique-là et puis sur cet événement-là en particulier. Alors, je vais me mettre dans la peau du novice qui a envie de partir
pour une Diagonale des Fous, pour un UTMB ou pour Madère. Déjà, toi, tu entraînes un petit groupe sur Angers, enfin petit ou grand d'ailleurs. Ouais, une trentaine, une quarantaine de coureurs, ça dépend des années. Ouais. Et ils viennent te voir pourquoi? Pour préparer ce genre d'aventure? C'est un groupe de trail. C'est un groupe de trail, on court ensemble. Et puis chacun à titre perso a des ambitions, des envies, des défis. Et moi, mon boulot, c'est de les coacher dans ce domaine-là et puis de les aider à planifier un peu leur année, à programmer l'entraînement. Et puis en fonction des événements ou des défis sur lesquels ils se lancent, d'essayer de les aiguiller au mieux. Il y en a beaucoup qui, à partir du moment où on touche un peu à cette pratique-là, à un moment, il y en a beaucoup qui ont envie d'aller se frotter on va dire, un peu au monument du trail, c'est-à-dire UTMB, Diagonale des Fous, Madère, Lavaredo, enfin toutes les courses un peu mythiques qui font rêver les gens. Ouais. J'ai pas la science infuse, hein. Moi je transmets un peu ce que j'en sais, la manière dont je l'ai vécu, la manière dont je l'ai préparé, parce que bon, il y a 20 ans, c'était quand même, on essuyait un peu les plâtres, hein. C'est-à-dire que moi je connaissais personne qui faisait ça. Donc comment s'entraîner, c'est en faisant plein d'erreurs aussi, en oubliant des choses, en passant à côté de plein de choses, plein de principes, et qu'on se forge après une conviction dans la manière de s'entraîner, de le préparer, de l'appréhender. Ouais. Il y a qui dans ton groupe là? Garçons, filles, jeunes, moins jeunes? C'est très très hétéroclite, hétérogène. C'est très hétéroclite, hétérogène. Il y a des très très bons coureurs. Il y a déjà des sportifs affirmés qui veulent franchir un palier. Ouais, et puis il y a ceux qui n'ont jamais couru peut-être. Il y a des gens qui démarrent. Ouais. Tous les ans, il y a des gens qui m'appellent, qui intègrent le groupe, qui n'ont pas couru ou qui n'ont aucune expérience là-dedans. Et puis dans ce même groupe, il y a des gens qui ont fait toutes les grosses courses du monde. Enfin, des Daniel, Thibaut, des gars comme ça, ils ont fait Marathon des Sables, UTMB, Diagonale des Fous, Madère, Australie, Nouvelle-Zélande, tout ce qui existe. Donc il y a des gens très expérimentés, des gens qui ne le sont pas. Et je pense que le phénomène groupe tire tout le monde vers le haut, parce qu'il n'y a pas de compétition entre les gens. C'est extrêmement bienveillant et c'est un sport individuel qui est un peu aussi un sport d'équipe. Quand on s'entraîne en groupe, il y a plein de gens qui font ça. Donc nous, c'est un exemple. Chacun amène son expérience. Voilà, et puis dans l'esprit qu'on connaît bien du trail, sans se prendre la tête. Exactement. Et puis tout le monde profite de l'expérience de tout le monde. Et puis moi, mon boulot, c'est d'essayer à la fois de canaliser les choses et puis de dynamiser ce truc-là. Quoi, ouais. Parce qu'effectivement, c'est un vrai travail. Tu vas accompagner des gens pendant des semaines, des mois. Et là, on va venir un petit peu gratter le cœur de ton métier, David. J'ai envie de me lancer dans cette aventure. Allez, partons sur celui que tu connais le mieux. C'est le Grand Raid de la Réunion, la Diagonale des Fous. Il faut que je m'y prenne combien de temps à l'avance? Quand je prends mon téléphone pour appeler David Maillochon, pour lui dire j'ai envie de faire ça, combien de temps avant? L'idéal, c'est quoi? On me l'a déjà fait, hein. C'est-à-dire des gens pas très expérimentés. La raison voudrait qu'on dise aux gens prends ton temps, fais d'abord des petites courses et puis vas-y progressivement. C'est ce qui est vrai. Après, c'est une question d'investissement personnel. Mais c'est d'abord une question de motivation. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de creuser au départ, c'est... Tu vas jauger ça d'abord, avant tout, quand quelqu'un vient vers toi? Quand je rencontre les gens qui veulent se lancer sur ce genre de truc, faut être sûr de soi. C'est-à-dire que ça dure 1 an de prépa, quasiment. Faut s'entraîner. Là, tu es en train de répondre à ma question. En fait, ouais. C'est 1 an à l'avance? Ouais, souvent, pour des gens qui partent pas de zéro. Ouais. Des gens qui partent pas de zéro, ah oui, d'accord. Ouais. C'est de leur dire consacre 1 année à ça, pour bien le vivre, pour que ça soit une aventure inoubliable, qu'il ne soit pas une galère pas croyable. Donc une année de prépa, en général, je propose des prépas sur 1 année, qu'on essaie d'organiser, de planifier, de programmer. Et puis après, mon boulot, c'est de m'adapter à ce qu'est la personnalité des gens. Est-ce qu'ils font ça vraiment pour des bonnes raisons? Il y a des gens qui, quelquefois, ils ont l'envie de faire ça, mais
L'envie, c'est mignon, l'envie, mais c'est pas Tu suffisant. as des exemples concrets de gens Oui, qui oui, t'appellent, plein. je veux faire ça, c'est louable, j'ai envie, tu l'as fait plusieurs fois, tu es le coach qu'il me faut, et puis tu décèles rapidement que ça va pas le faire. Pourquoi? Ouais. Ouais. Bah, parce que ça peut être soit parce que on est sur des motivations un peu floues, c'est-à-dire faut quand même avoir envie d'aller se faire mal comme ça pendant des heures et des heures, de passer une année à s'entraîner à ça, et parce que c'est pas que du plaisir non plus, hein, faut pas mentir aux gens. pas mentir Ouais. aux gens, c'est-à-dire qu'il faut aimer un peu se faire mal, faut aller creuser au fond de soi un peu toutes les ressources possibles et imaginables. Donc ça demande quand même c'est un vrai investissement. Ça, tu décèles rapidement. Donc c'est le premier travail que tu fais en fait. Ouais, c'est de voir La discussion. qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir faire un truc pareil. Donc, et puis après, une fois que les choses sont établies, qu'ils sont prêts à s'engager, après, faut les embarquer dans le truc. Donc, Alors, justement, comment tu les embarques? J'imagine que tu as un programme précis, mais Ouais. qui s'adapte, parce qu'on parlait de ton groupe hétérogène sur Angers. Forcément, tu dois t'adapter à la morphologie, à l'âge, aux antécédents. Et puis, qui sont ces gens-là? C'est-à-dire quelles sont leurs contraintes professionnelles, personnelles, quel rapport ils ont à l'entraînement, quel rapport ils ont à la montagne, parce qu'on parle un peu de montagne quand même, quel rapport ils ont à cette pratique-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à fond là-dedans, d'autres ils ont l'envie de faire ce truc-là, mais ils ne sont pas forcément passionnés par l'ensemble, mais ils sont passionnés par ce défi-là, ils ont envie de ça. Donc c'est s'adapter aux gens, s'adapter à leurs contraintes, aux endroits où ils vivent. Bon, à Angers, nous on vit en plaine, on n'a pas de montagne. Après, je fais un peu de coaching à distance aussi. Donc s'adapter à où vivent les gens, entre quelqu'un qui vit à Grenoble ou à Lille ou à Paris ou à Bordeaux. À Paris-Angers, partir et faire 1000 mètres de D+, on peut le faire, mais en plusieurs fois, en montant des marches, ce genre de choses. Chose que toi tu as fait au départ, hein, tu t'es même entraîné dans des cages d'immeubles, de grands immeubles chez ta maman, et c'est ce que tu proposes encore aujourd'hui à des gens qui veulent débuter, qui habitent en plaine, comme ici. La course, que ça soit une diagonale des fous, un UTMB ou autre, elles ont des spécificités quand même. Ouais. Donc dans la préparation, il faut quand même s'adapter à... Ces courses-là, c'est de la montagne, c'est du dénivelé. Ah ouais, c'est de la montagne. C'est de la montée et c'est de la descente aussi. Voilà. Donc c'est beaucoup de contraintes mécaniques, musculaires, articulaires. Donc ça nécessite une préparation spécifique. Et puis on ne prépare pas un UTMB comme on prépare une diagonale des fous, les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc après, le boulot d'un coach, c'est d'avoir la bonne prépa spécifique et qui réponde à ce que seront les contraintes de la course. Voilà. Alors, on prend la diagonale. Combien de séances par semaine? Est-ce que ça, c'est défini dans ton programme d'une année? 3, 4 séances semaine, ça me paraît être le minimum. Ouais. Minimum. Ouais, ça me paraît être le minimum. Ouais. Et sur combien de temps? Parce que la diagonale, on va mettre 40, 50, 60 heures à la faire. Ouais. Tu proposes quoi au départ? Des petites sorties, des longues sorties, des sorties variées? Un coup, on fait des marches, un coup, on fait de la marche, parce qu'on marche beaucoup aussi dans ce genre de Il y a beaucoup de paramètres qui régissent ce genre de course. Il y a la contrainte du dénivelé, du jour, de la nuit, de l'hydratation, de l'alimentation, du sommeil, de la marche, de la course. Donc il y a énormément de contraintes. Donc plus dans la préparation, on va cibler toutes les contraintes possibles, mieux les gens seront préparés. Un an, ça va, on a le temps. Donc en un an, justement, en un an, on a le temps de traiter beaucoup de choses. De se faire une caisse déjà. Voilà, de se faire la caisse, de travailler sur l'endurance de base, et puis après c'est souvent aussi réajuster la manière dont les gens s'entraînent. Il n'y a pas de débutants, enfin ça arrive, mais il y a assez peu de débutants qui se lancent là-dedans. Ouais. Ça peut arriver, mais donc c'est des fois de réorganiser ou d'essayer de leur faire sentir que la manière dont ils s'entraînent, c'est peut-être pas forcément la bonne manière de préparer un événement de ce type-là. Donc, faut convaincre les gens qu'ils sont peut-être pas dans la bonne direction et
réactualiser un peu la manière dont ils s'entraînent, leur proposer des choses qui vont leur convenir, travailler continuer à entretenir leurs points forts parce que c'est quand même des zones confortables, et puis on essaie de combler quelques points faibles qu'ils peuvent avoir, avec des contraintes qui sont, on va dire, incompressibles, c'est-à-dire la contrainte de la descente en ultra-trail, c'est un vrai point limitant. Comment on travaille ça alors justement, ce point précis de la descente? Faut en faire. Alors si effectivement on t'appelle, j'habite Chamonix, c'est facile, j'habite dans les Pyrénées ou même en Auvergne, c'est plus facile. C'est plus simple que le garçon qui va t'appeler Damien. C'est plus facile et à la fois c'est plus facile, mais c'est pas non plus la garantie d'avoir une technique, d'avoir une bonne technique, d'avoir les bonnes postures, la bonne manière d'appréhender les choses. C'est pas parce qu'on vit à la montagne qu'on est un bon descendeur. Quand on vit à la montagne, on a beaucoup plus de capacité de s'entraîner. C'est ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'entraîne bien. Donc, après, moi, on peut s'entraîner partout, partout en France. Ouais. Oui. J'imagine, puisque toi, effectivement, tu l'as fait 12 fois. En vivant à Angers. En vivant à Angers, même si tu es peut-être arrivé d'aller faire quelques stages, et on en reparlera tout à l'heure. Au départ, je n'allais pas beaucoup en montagne. Ce qui m'intéressait, c'était la course en elle-même, de vivre un truc comme ça. Donc, j'allais pas trop en montagne au tout début. Et puis, mon boulot de l'époque faisait que c'était un peu plus compliqué. C'était compliqué. Voilà. La première diagonale que tu fais, j'ai pas mis les pieds à la montagne de l'année. Jamais, d'accord. Jamais. C'est pour ça que c'est un calvaire, on peut le dire aujourd'hui. Oui, tout le monde le sait, ceux qui te connaissent. Tu aurais pu arrêter là et basta, finir, te lancer sur autre chose parce que tu as souffert énormément. Mais tu sais ce qu'est la souffrance aussi. Oui, je peux assez facilement me mettre à la place de quelqu'un qui se lance. Ouais. C'est-à-dire, je sais exactement par où il va passer, comment ça va se passer dans les moments de galère, puis dans les moments un peu d'euphorie. Quitte à lui dire, tu vas peut-être réussir, mais finalement, tu vas en baver, quoi. Ouais, enfin, je pense qu'il faut commencer par dire ça aux gens, c'est que c'est pas qu'une partie de plaisir. Après, il y a beaucoup de satisfaction, de plaisir, mais la satisfaction, elle est quand même beaucoup plus dans le fait de le réussir que dans l'événement lui-même, où on passe quand même par des phases qui sont extrêmement compliquées. Je voudrais revenir sur la planification. Ça y est, je me lance. Tu as décelé en moi quelqu'un qui avait le mental pour le faire. Je ne vais pas abandonner. J'ai mes 3-4 séances par semaine. Je ne suis pas forcément en danger, parce qu'effectivement, toi, tu t'adresses à... Oui. Il y a plusieurs options. Il y a des gens qui ont déjà en tête, j'aimerais faire telle course à telle époque, telle course à telle époque, telle course à telle époque. Donc après, moi, toi, tu t'adaptes. Je m'adapte, et puis à la fois, des fois, je peux leur dire, ça, c'est peut-être pas une super idée de faire ça à cette période-là. Donc en sachant que tu les as toutes faites. Parce qu'on parle de... J'en ai... T'en as fait combien ? De trail, de long trail, t'en as fait combien ? De plus de 100 km, je sais pas, une trentaine, une quarantaine. Ok. Ouais, peut-être. Ouais. Okay. Et on va dire que c'est un effort que je connais bien, et c'est surtout c'est un mode de préparation tu connais la préparation. Que j'ai pu expérimenter sur beaucoup de coureurs, donc je vois à peu près comment ça peut se passer, même s'il n'y a pas une manière de se préparer. Je pense qu'il y a autant de coachs que de manières de se préparer. Après, chacun a sa sensibilité et puis a des axes de travail plutôt préférentiels. Comment tu fais donc le suivi ? Alors c'est plus simple quand tu as un groupe à côté de chez toi. Le groupe, c'est bien parce que... tu les vois évoluer. Voilà, je les vois, je les connais bien, je sors avec eux, je recours ils te parlent. Voilà, c'est ça. Après, dans le coaching à distance, ce qui est passionnant aussi, c'est de réussir à tisser un lien à distance de confiance, et puis de réussir à emmener les gens dans ce que sont mes convictions à moi, c'est-à-dire les faire adhérer à ce que je crois être juste dans leur préparation, et puis de se faire une idée de qui est cette personne qui vit à 500 km de là. Tu vas pas les lâcher, tu vas les appeler. Comment ça se passe aujourd'hui ? Tu les appelles régulièrement ? Oui, on s'appelle régulièrement. On fait soit de la vidéoconférence, soit WhatsApp. Il y a plein maintenant, il y a tellement de manières de... Oui, puis ça marche bien, de toute façon on ne peut plus voir les gens aujourd'hui. Voilà. On est à distance réglementaire. Exactement. Garmin, on peut aller voir toutes les séances. Enfin, c'est assez facile de suivre les gens. Et de temps en temps, tu vas les rencontrer, ils viennent te voir. Oui, on se rencontre. Et puis après, dans le coaching, c'est justement
de se faire une idée de quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on va entraîner, mais sur lequel en fait on a un pouvoir, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça le pouvoir, mais on a en fait assez peu de mode d'action sur donner une séance à quelqu'un, dire tu fais ça, c'est très bien, mais quand on ne le voit pas faire, par exemple je pense à la descente, ça m'est arrivé de préparer des gens à La Réunion il y a 2 ans, expérimenté, enfin qui était vraiment un groupe bon profil. Solide, super profil et tout, et on s'est rencontrés assez tardivement en montagne, et là je me suis rendu compte qu'en fait ils n'étaient pas du tout à l'aise en descente. C'est-à-dire que c'était vraiment un point faible. Sauf qu'à distance, c'est compliqué de s'en rendre compte. C'est-à-dire on peut donner des processus d'entraînement, des choses à faire musculairement, du renforcement, enfin tout ce qui va. Sauf que quand on ne voit pas les gens faire... Donc là, il faut quoi? Il faut se déplacer, il faut aller avec eux, il faut aller faire une séance, il faut se faire un week-end. Voilà, donc on se fait des blocs, on se rencontre, on court un peu ensemble, et puis je fais pas mal de travail à la vidéo, qui se voient courir, qui se voient descendre, qui comprennent un peu ce que peuvent être les grands principes. C'est un exemple, hein, mais dans la descente, c'est assez parlant en fait. Mais tu parles beaucoup de descente parce que ça permet bien souvent à des gens qui commencent de pouvoir finir cette course. C'est là où on peut rattraper le temps, à condition de savoir descendre évidemment. On se dit la descente c'est facile, non, c'est loin d'être facile, surtout que j'imagine à La Réunion ou à Madère, peut-être moins l'UTMB, mais ce sont des descentes quand même techniques qui peuvent être fatigantes malgré tout. La descente, c'est vraiment un point stratégique dans le sens où ça crée beaucoup de dommages musculaires et articulaires. Et c'est les moments de course où on perd beaucoup de temps, où on gagne beaucoup de temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment descendre. Toi, tu as su descendre rapidement? Tu avais ça en toi ou non, tu l'as appris aussi? Non. Tu as regardé? Non, mais je me suis vite rendu compte que c'était vraiment un point important. C'est-à-dire que quand on se fait doubler, c'est qu'à un moment, il y a un problème. Un truc qui va pas. Voilà. Donc, assez vite, je m'y suis mis. C'est-à-dire que j'ai vraiment bossé ce truc-là. Mais mes premières courses, je rêvais que ça monte. C'est-à-dire que quand ça descendait... Calvaire. Ouais, parce que musculairement, j'étais pas assez costaud. Je le travaillais pas suffisamment. Donc, assez rapidement, je m'y suis vraiment mis, quoi. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt un de mes points forts de descendre. C'est intéressant parce que c'est vrai, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Quand on prépare, on se dit on va grimper là-haut. Et quand on grimpe derrière, on descend. Après, il faut descendre. Faut descendre et les montées ne créent pas de dommages musculaires, tandis que les descentes en créent beaucoup. Donc, on peut être le meilleur coureur du monde. Si musculairement, articulairement, on n'est pas vraiment préparé, on se dégrade au fur et à mesure que la course avance, on se dégrade de plus en plus. Donc, on a de moins en moins de capacité à courir, à descendre. Les jambes de bois, c'est pas une légende. Hein. Il y a un moment de la course, ça peut être ça, quoi. Beaucoup pensent que se préparer, c'est courir. Et beaucoup de gens axent toute leur préparation là-dessus. C'est-à-dire faut courir. Sauf que quand une course dure 50 heures avec 10 000 mètres de dénivelé et 3 nuits blanches, courir c'est bien, mais c'est juste un paramètre de tout ce qui va se passer. Et si on occulte le fait de savoir marcher, de marcher vite, d'être efficace à la marche, de récupérer à la marche, et puis biomécaniquement, du coup, de se préparer à marcher, si on occulte ce truc-là, vient un moment où c'est aussi fatigant de courir que de marcher. Donc courir c'est bien, c'est indispensable, les champions courent beaucoup plus que les autres, donc c'est un vrai paramètre de courir. Mais c'est pas le paramètre essentiel pour des gens qui veulent se lancer, qui n'ont pas trop d'expérience là-dedans. Moi j'ai plutôt tendance à leur dire, vaut mieux travailler la marche-course plutôt que de travailler la course. Déjà. Et puis quand les gens vont prendre le premier départ de leur vie, d'ailleurs toi tu as une statistique intéressante, c'est que tous les gens que tu as préparés pour La Réunion, qu'on fait le premier, ils sont finishers. Ouais, pour l'instant. Ouais. Pas mal. Ouais, pour l'instant. C'est pas mal. Ça parle quand même. Oui, alors après... Coup de chance ou non, ou tu as bien décelé les gens, tu les as bien entraînés? Oui, enfin je sais pas. Enfin, c'est surtout eux qui la finissent la course. Ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on se lance pour la première fois, on est un peu avide de tous les conseils, de tous les... Non, puis moi, des histoires Diagonale des Fous, je peux passer des soirées entières à en raconter. Donc,
Donc les gens sont avides de tout ça, ils ont tendance à vraiment tout écouter, à faire attention à tout. Ça fait partie du coaching. Voilà, puis il y a une forme de stress qui fait que... Après, quand on y va pour la deuxième fois, on veut aller plus vite, on veut gagner du temps, on considère des fois comme acquis ce qu'on a fait avant. Et du coup, on finit pas forcément. Bah, c'est plus dur. Ouais. Souvent, je me rends compte que la deuxième est plus dure que la première. La question que je voulais te poser, c'est qu'ils vont partir pour la première fois de leur vie pour un effort incroyable qui va durer des heures et des heures. Toi, tu vas les suivre pendant une année de coaching, mais ils vont, au mieux, ils vont faire quoi, un marathon dans ce que toi tu vas leur proposer. Ils vont jamais courir, évidemment. Tu vas pas faire à blanc la diagonale. Ça n'existe pas d'ailleurs. Tu peux pas la faire ailleurs que là-bas. Oui, voilà, ouais. Après, c'est une histoire de planification, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont envie d'aller se frotter à des courses préparatoires. J'ai tendance à penser, moi, qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui vont te préparer à ça, mais c'est toujours bien d'aller se confronter à un dossard. Donc, un dossard, c'est pas... Un environnement. Puis mettre un dossard, c'est pas faire un bloc montagne, c'est pas faire un stage. Mettre un dossard, c'est se confronter à un parcours, à des concurrents. Il y a un vrai rapport au temps, aux autres. Tu privilégies ça ? Pas forcément. Pas forcément. Je dis pas que c'est la meilleure chose à faire. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont envie de ça, et d'autres moins. C'est-à-dire qu'ils sont moins attirés par le fait de prendre un dossard et puis de faire des courses, des compètes. Et c'est énergivore, ça demande du temps, ça demande des week-ends, ça demande... par exemple, aller courir à Madère, faut partir 5-6 jours. Enfin, tout le monde ne peut pas faire ça tout le temps. Donc, c'est aussi ça, s'adapter aux contraintes des gens. Et j'ai d'autres gens, d'autres coureurs, d'autres athlètes qui sont avides de ça. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller faire telle course. Donc après, moi, mon boulot, c'est de canaliser tout ça. Tu t'adaptes. Voilà, c'est de m'adapter à ça, et puis à la fois de canaliser ça. C'est-à-dire que faire une grosse course, par exemple, faire l'UTMB avant de faire... Moi, j'ai essayé de faire l'UTMB avant de faire la Diagonale des Fous. C'est pas forcément une super idée, parce qu'on n'est quand même pas très frais au départ, après. Donc, tout le monde n'est pas François Den, Kylian Jornet. Personne d'ailleurs, mais en fait... Faut pas forcément prendre pour exemple les plus grands coureurs du monde. Ça t'est arrivé ça d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui t'appelait en disant tu vas me coacher, je veux gagner la diagonale. Faut pas parler, c'est drôle. Ça m'est arrivé une fois. C'était pas la diagonale, c'était autre chose, c'était pour gagner le Tour des Géants. Oui. Ouais. Donc on est confronté. On a affaire à tout type de personnalité, de gens, donc voilà. Mais toi au départ tu dis pourquoi pas, hein, voilà. Moi, tout le monde. Peut-être pas pour gagner, parce que là, c'est. Moi, tout le monde, je dis que réussir à faire la Diagonale des Fous, on va dire, parce que les contraintes de temps sont quand même assez larges. On a comme je pense que quelqu'un de très bien préparé, il peut finir la Diagonale des Fous. Voilà. Quelqu'un de très bien préparé. Oui. Tu l'as montré avec tous ceux qui ont fini. Oui. Puis moi, je me considère pas du tout comme un coureur. Puis toi, tu l'as pas très bien préparé, tu l'as quand même fini. Mais moi, je me considère pas comme un coureur de haut niveau ou de quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai réussi à la boucler. Et puis tous les gens que je prépare, ils la bouclent, quoi. Donc, c'est bien que c'est possible. Après, c'est possible à condition, à mon avis, de cibler un peu l'entraînement. Pour moi, il y a 3 grands principes. Je pense que la réussite, elle s'articule autour de ça. Le premier des principes, ça serait de faire la bonne préparation, qui s'adapte quand même à ce qu'est la course. C'est-à-dire, quelqu'un qui prépare l'UTMB, ça ne se prépare pas comme une autre course. L'UTMB, c'est quand même extrêmement spécifique. Alors qu'on pourrait croire qu'effectivement, ce sont toutes des grandes courses, beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé. Donc tout ça, c'est un peu pareil. Mais non. Les grands principes sont les mêmes. C'est-à-dire que courir un UTMB, ça n'a rien à voir avec courir une Diagonale des Fous. Donc tu ne vas pas préparer pas du tout. Gérard qui va faire la Réunion, un Thierry qui va faire... Pas du tout. C'est-à-dire que... Donc le premier truc, c'est ça. Pour moi, le grand principe, c'est de cibler la spécificité de la course sur laquelle on s'engage. Et les spécificités peuvent être multiples, hein, de distance, de dénivelé, de terrain, de topographie, de météo, de plein de trucs. Et puis après, une fois que ça c'est fait, la deuxième chose, c'est arriver frais à la course. Quand on arrive à la course, avoir de la fraîcheur physique, mentale, la prépa est bonne, arriver complètement frais et dispo, on va dire. C'est pas toujours le cas.
C'est-à-dire qu'on peut faire la meilleure préparation du monde, et puis Physiquement, ok, très bien. Tout est fait, le boulot est bien fait, sauf que les 10-15 derniers jours, les gens font un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, ils ont peur de ne pas en avoir fait assez, donc ils continuent à s'entraîner. Et puis du coup, ils arrivent dans un état de fraîcheur qui n'est pas super le jour de la course. Ça peut flinguer toute une préparation. Et puis après... C'est à toi là, de tirer la sonnette d'alarme, ouais, bien les suivre. Bien avant d'essayer un peu de les briefer là-dessus. C'est-à-dire, la priorité, c'est quand même d'arriver super frais à la course. Et puis après, la troisième chose, c'est une fois qu'on est préparé, qu'on est frais, qu'est-ce qu'on fait de la course? Des exemples de gens qui font n'importe quoi à partir du moment où le départ est donné, j'en connais des centaines. Quoi, Ça veut dire quoi, faire n'importe quoi? Partir comme une balle. Comme une balle. Faut bien voir ce que c'est. Tout le monde a vu un UTMB, une diagonale. Quand ça part, on a l'impression qu'ils partent pour faire 10 bornes. Quoi. Ouais. Bon, ça part à 15, 16, 17 à l'heure. On peut tenter de suivre et de se mettre Mais en fait, on peut se faire rapidement, aspirer un peu par tout ça. Ouais. Et de flinguer toute sa préparation. Donc la petite tendance inconsciemment à se prendre pour un autre. C'est-à-dire que dire, c'est parti. Et puis au final, alors en fonction des courses, de se dire, en fait, ça va. Quoi. Ça t'est arrivé? Ah non, jamais. Ouais. Non, jamais. Non, jamais. Vous avez pris conscience de ça? Non, mais par crainte sans doute au départ. Et puis en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que le temps qu'on pensait gagner, parce qu'on est parti vite, parce qu'on met de l'intensité, parce que après 3, 4, 5 heures, tout ça c'est bien loin. Et puis que ce qui reste après, c'est ta capacité à durer. Quoi. Donc assez vite, j'ai pigé. Moi, je suis pas un coureur rapide, je suis pas de qualité de coureur intrinsèque évidente. Donc c'est peut-être rassurant aussi, parce qu'on peut se retrouver aussi en toi. Plutôt dans la mesure, moi. T'es pas le champion qui a gagné. Non, moi j'ai absolument rien gagné. Ouais. Après, c'est quoi la qualité d'un coureur? Pour moi, c'est de obtenir 100% de ce que tu es capable de faire toi, pas de ce que les autres te renvoient. Donc c'est exploiter 100% de son potentiel. Voilà. Donc, c'est de finir quand même, non? Avant tout, donc de finir. C'est finir, ouais. Finir. Se faire mal. On peut avoir des ambitions, hein. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent me voir en me disant moi je veux faire la diagonale en tant de temps, je voudrais faire l'UTMB en tant de temps. Pourquoi pas, hein, ça correspond à des standards chrono. Tu vas essayer de les préparer pour qu'ils atteignent leur objectif. Il faut que tu passes à peu près à telle heure à tel endroit, il faut que tu sois à telle heure à tel endroit, et puis là tu es dans le timing. Mais après, ça c'est de la théorie. Après, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que des fois, c'est pas forcément une très bonne idée de... Ça joue aussi. Le fait d'avoir fait autant de courses, celui qui va se lancer, tu vas les préparer physiquement. Et tu vas leur parler de la montée de Mafat, des coups durs, des levées de soleil, du froid. La préparation mentale et psychologique, elle est aussi importante que la préparation physique. C'est-à-dire que si on n'est pas prêt, si on n'a pas anticipé ce qui peut se passer sur une course de ce type-là, quand tu te retrouves sur le Mont Blanc, là, au col de la Seigne, à 6h du mat, là, qui caille, que tu es frigorifié. Si tu n'as pas anticipé ce truc-là, c'est mieux. C'est-à-dire que si on est confronté à des choses qui sont surprenantes, on a quand même moins de chances de bien les vivre que si on est préparé. C'est ça, David me l'a dit, je sais, je vais souffrir là, mais il y a des moments, 2 heures, ça va aller mieux. Mais il y a des moments tous les gens qui ont fait ces trucs-là savent. C'est-à-dire qu'il y a des moments de détresse absolue. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? C'est exactement ce que tu t'es dit à la première diagonale. Voilà, je me suis dit un peu toute la course. Toute la course. C'est long en plus. Ouais, c'est long, c'est très long. Mais donc il y a forcément ces... Elle t'aide cette première là, aujourd'hui Non. Ce qui m'aide dans ma... Alors moi je me vois pas du tout comme un coureur. Moi, c'est plutôt dans le fait de coacher les gens, d'accompagner les gens. Ce qui m'aide, c'est... est-ce qu'elle peut t'aider justement c'est peut-être d'avoir vécu un peu tous les cas de figure, quand ça se passe super bien, quand ça se passe super mal, sur des météos cool, avec des terrains plutôt agréables, ou alors à des météos pourris,
où c'est un calvaire d'être frigorifié, d'avoir ta lampe qui fonctionne plus, de te retrouver tout seul, ou de se perdre. Enfin, c'est peut-être d'avoir vécu tous les scénarios possibles dans beaucoup de courses qui fait Parce que... qu'il n'y a rien à négliger. Alors, on parlait effectivement savoir descendre, savoir monter, savoir marcher, savoir s'alimenter, partir avec les bonnes chaussures. Évidemment, enfin, ça paraît tellement évident. Mais c'est un tout, quoi. T'englobes tout ça. Ouais, il y a beaucoup de choses qui paraissent évidentes, et puis malgré ça, on se retrouve à 30-40% d'abandon sur ces courses-là. Donc, et des gens qui se sont préparés. Et puis, il faudrait être con pour y aller sans se préparer. Donc tous les gens sont préparés. Ouais. Tout le monde est préparé. Ouais. Plus ou moins bien, plus ou moins judicieusement. Mais pourquoi il y a autant d'abandon sur ces courses-là ? Il y a des abandons parce que les gens ils sont pas si bien préparés que ça. Ou alors ils ont peut-être mal ciblé leur prépa, ou ils sont pas du tout prêts psychologiquement à vivre un truc comme ça, ou ils ont extrêmement mal géré leur course, c'est-à-dire qu'ils se sont cramés les 10 premières heures, là ils ont tout donné, et puis après il n'y a plus rien. Donc, est-ce que toi tu m'offres la garantie de finir, ou est-ce que non, tu dis surtout pas. Après, non, faut pas mentir aux gens. Jamais je dis aux gens qu'ils vont réussir. Moi, mon taf, c'est d'essayer de leur donner les armes pour... voilà, c'est ça. Tout ce que je crois être juste, de leur dire, de leur expliquer un peu la manière dont il faut gérer, enfin, pas qu'il faut gérer, parce que j'ai pas la science infuse, mais la manière dont je pense qu'il faudrait gérer à la fois la course, et puis à la fois tous les événements qui peuvent survenir dans une course de ce genre-là. Ouais. Et il y en a beaucoup, d'événements. C'est quoi les événements inattendus? Les événements inattendus, c'est une météo pas croyable. C'est-à-dire toute l'année, on fantasme la course, on se prépare. Et puis le jour de la course, c'est un calvaire, quoi. Ça m'est arrivé d'aller à Madère, notamment une fois à Madère. Madère, voilà, c'est une île, ça ressemble à La Réunion, il fait beau. Sauf qu'en 2018-19, là, on a pris, comme un débutant, hein, j'y suis allé avec une pauvre petite veste, comme un débutant. Et toute la nuit, on a pris des seaux d'eau et il faisait un froid pas possible. Et puis l'année d'avant, au même endroit, il faisait 40 degrés. Donc qu'est-ce qui fait que tu y arrives là? Bah oui, c'est là. C'est là-haut quand même. Ouais, ça se passe là-haut. Et si on n'est pas prêt à ça, c'est facile d'arriver sur un ravitaillement et puis de jeter l'éponge, quoi. C'est plus possible. Donc voilà, il faut se préparer quand même à... Ça peut être la météo, c'est quand même un événement. Enfin, c'est un événement, c'est une contrainte qui peut être extrêmement compliquée à gérer. Ça veut dire que tu peux dire à celui qui va te demander de l'accompagner, d'aller sortir un jour d'orage, un jour de froid, de pluie, de neige. Moi, je fais avec mon groupe là, je fais beaucoup de sorties nocturnes déjà. On fait beaucoup ça parce que c'est un moment qui est particulier dans la course. Et des fois, se retrouver tout seul en montagne, dans le froid, dans une situation un peu hostile, c'est quand même assez particulier. Donc, c'est pas si préparé, mais on va dire d'apprivoiser un peu ce qu'est cette sensation-là. Donc, je fais beaucoup ça. Ouais, par tous les temps, il faut sortir. Enfin, moi, quand on est en entraînement, je me pose pas la question s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Et à Angers, des fois, il fait pas beau. Donc, donc on sort aussi par tous les temps. Pour moi, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait pas, y a pas de. Oui, bien sûr. Tu vas trouver ça, et pire même. Bah oui. Enfin, je veux dire, si on veut pas être confronté à ça, faut faire un sport de salle. Mais donc, ça fait partie du jeu. Et quelquefois, il y a des gens qui ont vraiment du mal avec ça. Mais là, il fait pas beau. Là, mais bon, si tu veux faire ça, il y a quand même des chances pour qu'il fasse pas beau un jour. Ouais. Donc ça fait partie des choses à anticiper, à appréhender et puis à bien gérer. Ouais. Bon, je mets mon... Voilà, quand je te fais entièrement confiance, je veux que tu me prépares. Je dois faire quoi? C'est quoi le mieux? Je fais la Réunion d'abord, je fais l'UTMB, je fais Madère, ou tu dis tu fais ce que tu veux, moi je vais te préparer pour telle ou telle course, ou peut-être que tu devrais commencer par celle-ci quand même. Ouais, alors ça peut m'arriver. On parle de ces 3 grandes courses parce que c'est aujourd'hui ce que te demandent les gens.
Bah, oui, moi, la grande partie de mon boulot, c'est Diagonale des Fous, UTMB, Madère, parce que c'est celle que je connais le mieux. Ouais. Et bah déjà, l'UTMB, la Diagonale Madère, déjà, faut montrer un peu patte blanche maintenant. C'est-à-dire qu'il faut, faut avoir fait des courses préparatoires pour pouvoir prétendre à les faire. Bon, déjà, ça c'est important de dire ça aussi. Ça, c'est le premier truc. Tu vas te préparer, mais il va falloir c'est le premier truc. Alors, passer des échelons. Comment ça se passe aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut un nombre de points. Ça change. Hein. Enfin, donc faire des courses préparatoires, on n'a pas le choix. Ouais, on n'a pas d'autre choix que de valider un certain nombre de courses. Après, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la course qui va faire que tu as les points pour aller faire ces courses-là. Et puis après, il y a le fait de s'y préparer. Est-ce que, par exemple, je te donne un exemple, si on fait l'éco-trail de Paris, le 80 km de l'éco-trail de Paris, je pense que ça donne des points pour faire la Réunion. Si on fait l'ultramarin dans le Morbihan, eh ben, ça donne des points pour aller faire la Réunion. C'est de la bonne prépa, ça. Ouais, sauf que c'est des courses où il n'y a pas de dénivelé du tout, c'est du tout plat. Donc ça va te donner des points, mais est-ce que ça va t'y préparer? Non. Donc voilà. Mais toi, tu vas me préparer autrement. Oui, mais voilà, après ça. Tu vas pas me donner de points, mais tu vas me donner autre chose. Moi, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire et pas faire. Je m'adapte à leurs envies, mais je les mets en garde. C'est-à-dire mais passage obligé quand même, tu ne peux pas t'arriver... Mais si pour préparer la Réunion, tu vas faire l'éco-trail et puis l'ultramarin, j'aurais tendance à te dire il va falloir que tu fasses autre chose pour te préparer à la Réunion. Donc ça te donne les points, mais ça va pas forcément t'y préparer. Donc le truc, c'est de cibler qu'est-ce qui va te préparer à ça. Donc encore une fois, on est d'accord, toutes les courses, quelles sont les spécificités? Il y a un ticket d'entrée. Okay. Je pense que la diagonale, elle est plus abordable. Elle est plus abordable parce que il y a cette barrière horaire qui est quand même extrêmement large. Diagonale, il y a plusieurs parcours, mais moi je parle de la grande. La grande, c'est combien aujourd'hui? Entre 165 et 170 bornes. Est-ce que ça varie tous les ans? Autour de 10 000 mètres de dénivelé. Ouais. Le parcours est stable là, depuis plusieurs années. C'est standardisé un peu. Okay. Mais on a 66 heures pour la faire. 64 heures. Okay. Donc finalement, c'est très dur, mais... C'est extrêmement dur, mais il y a quand même une amplitude horaire qui permet à quelqu'un de bien préparé de le faire. Si on prend par exemple l'UTMB, qui n'est pas plus dur, moins dur, je fais aucune comparaison. Ouais. L'UTMB, la contrainte, c'est une contrainte horaire. Okay. C'est-à-dire que c'est 46 heures, 20 heures de moins pour la faire. Avec autant de dénivelé. C'est à peu près le même format, c'est pas du tout le même profil. Donc il faut être plus costaud, se préparer différemment. Je pense que le peloton des gens qui sont sur l'UTMB est d'un niveau plus relevé que les gens qui sont sur la diagonale, à mon avis. Parce que les contraintes sont plus dures. Ouais. Sont plus dures. Mais il y a autant d'abandon d'un côté que de l'autre. Donc ça ne veut pas dire que c'est plus facile d'en faire une que l'autre. Et Madère, c'est entre les deux? Madère, c'est encore différent. Madère, c'est différent parce qu'on est sur un format moindre. C'est-à-dire que Madère, c'est 115 km. Par contre, c'est d'une densité assez dingue. C'est-à-dire que les 60 premiers kilomètres, il n'y a pas de repos, ils sont terribles. Ouais. Les 60 premiers kilomètres sont terribles. Ça part tout de suite. Ouais. Tu peux te flinguer. C'est très violent, c'est des inclinaisons de pente qui sont extrêmement violentes. Donc c'est plus dense. Donc j'aurais tendance à dire, la diagonale des Fous, je pense que c'est peut-être le plus abordable. Peut-être, mais j'en suis pas sûr. Hein. Donc a priori, je te dirais, essaie de faire ça, parce que quelqu'un qui est un bon marcheur, qui est bien entraîné, qui est un bon marcheur, qui est costaud, je pense que c'est jouable. Les gens qui viennent te voir te disent souvent c'est le rêve d'une vie aussi. Ce sont des moments quand même incroyables. Toi, tu l'as fait plusieurs fois, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire que c'est pas un truc. Faut pas banaliser. À mon avis, il faut pas banaliser ce genre de choses. Alors des fois, je rencontre des gens qui comme un marathon d'ailleurs. Ça peut être l'objectif bien sûr. d'une vie. Des gens qui ont zéro expérience et qui me disent, moi, je veux faire la diagonale des Fous. Donc pourquoi pas, mais bon, c'est peut-être pas. Alors ça dépend un peu du rapport que les gens ont à ça, mais il y a des gens qui ne sont intéressés que par le fait de faire ce truc-là, ou de faire une autre course de ce type-là, mais qui n'ont pas forcément une passion démesurée pour le fait de courir, de sortir en montagne. Ça va vite leur passer. Là. Ouais. Souvent, ils se rendent compte que c'est quand même compliqué comme type de course. Hein. On parlait tout à l'heure de
de l'alimentation, c'est super important. Bien sûr. Ouais. Oui, parce que plus c'est long, plus les courses sont longues. Il y a des ravitaillements dans toutes Oui, ces oui, courses-là. oui, oui, Ça suffit pas. Ben, Faut s'entraîner, apprendre à manger en courant. ouais. C'est un truc auquel on peut. Enfin, moi, je pense pas forcément. J'ai jamais fait de longue distance. Ben, l'erreur, Je bien manger avant, ouais, me ravitailler un petit peu pendant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont des des problèmes gastriques, intestinaux, donc d'alimentation, d'hydratation sur ce genre de course. Pour des raisons multiples, sans doute, mais pour moi, la première grosse erreur, ça serait en fait de jamais s'entraîner en mangeant. C'est-à-dire que quand on va courir 1 heure, pas grand monde pense à emmener un truc à grignoter, ou quand on s'entraîne 2-3 heures, on emmène un peu de flotte, mais tout le monde ne pense pas à manger. Et souvent, le seul moment où les gens mangent en courant, c'est le jour de la course. Et donc ça demande quand même une adaptation. Donc la première chose à faire, ça serait peut-être de prendre l'habitude de se ravitailler un peu quand on... Pas grand-chose, mais d'avoir... Et puis après, alors après, là, il y a des grandes... on va dire des grandes disparités de point de vue là-dessus. Hein. C'est-à-dire que... Alors, il y a des élites très connues qui s'alimentent avec des haribots, avec des bonbons, bon, c'est quand même pas le top de la diététique. Juste. Voilà, moi, j'ai vu des gars, des élites, bouffer n'importe quoi avant une course. Il n'y a pas de vérité, mais il y a quand même des chemins à ouais, suivre. je pense quand même qu'il y a un minimum de rigueur à avoir dans l'alimentation, parce que c'est un point capital. Et puis plus c'est long, plus c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment, faut manger, quoi. Faut manger. On peut faire un 10 km sans manger, on peut faire un marathon avec un gel ou deux. Après, quand tu pars pour 50-60 heures, et puis il y a la notion de plaisir. À un moment, il faut manger, quoi. Et puis c'est le carburant nécessaire. Donc il faut quand même y faire attention. Ouais. Faut rien laisser au hasard, mais tu as 1 an pour me préparer, donc forcément, tout ça va s'imbriquer. Ouais, petit à petit. Quand t'as est-ce que tu as connu ça, des gens qui au bout de 3 mois ou peut-être 6 mois, qui s'approchent du but et qui disent finalement non, ça va pas le faire ou... Non, pas trop, non. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. Quoi. Ouais, tu as décelé rapidement que c'était possible, souvent je remarque qu'à l'inscription, quand les gens s'inscrivent, ils changent un peu de... C'est-à-dire que là, ils se mettent dans le mode, ça y est, on peut plus reculer, et puis on en parle autour de soi, il y a une espèce d'engagement perso, donc les gens changent un peu d'attitude quand ils s'inscrivent. Ça y est, là il y a une vraie perspective. À partir du moment où déjà j'en ai parlé, je vais le faire, je vais pas me mentir à moi-même. Donc je me prépare. Je me prépare, ouais. Donc, non, il n'y a pas de gens qui reculent. Non. Enfin, j'en connais, il doit y en avoir, mais non, j'en ai pas connu. Ça va m'apporter quoi de finir Ça va peut-être changer ta vie. Ouais. Ça va peut-être changer. Voilà, on va rentrer dans des considérations. Ça, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour une meilleure connaissance de soi. Voilà, comment tu te comportes dans les moments dans des... qu'on n'a jamais traversés. Voilà. Je pense que ce qui attire les gens, ce qui fait que les gens ils adorent ça, c'est qu'on va chercher plus loin que dans n'importe quelle autre discipline. Enfin, quand on va dans des sports d'endurance longue, très longue, c'est au-delà du sport. C'est-à-dire qu'à un moment, ça se passe autant dans la tête que dans les jambes. Et puis on traverse. Moi, j'aime bien l'idée que c'est un peu le résumé de la vie, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en 50 heures en montagne ? Il va y avoir des grands moments d'euphorie, il va y avoir des moments de détresse, il va y avoir un lever de soleil qui va changer ta vie, et puis il va y avoir un coucher de soleil qui va te dire putain c'est parti pour la nuit, il fait froid, il fait chaud, voilà, c'est le résumé de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on passe par tous les états possibles, et je pense que c'est ça qui attire les gens. Il n'y a pas de sport comme ça. Enfin, il doit y en avoir, mais de ce que j'en connais, il n'y a pas beaucoup de sports comme ça où on passe par tous les états possibles imaginables. Tu m'as bien préparé pendant quasiment 1 an. Est-ce que tu viens avec moi ou tu me laisses y aller tout seul ? C'est quoi je peux pas aller partout, mais souvent, la Réunion, moi j'y vais quand même très souvent. Ouais.
C'est chez toi. Bah, c'est pas chez moi, parce qu'il y a des gens qui vivent là-bas quand même. Mais La Réunion, j'y vais extrêmement souvent parce que voilà, j'ai un... Ceux qui vont faire pour la première fois, tu essaies d'être avec eux quand même? Ouais. Enfin, Ouais. pas forcément courir avec eux d'ailleurs. Non, parce que déjà, il y en a qui vont plus vite que moi. Et puis, alors, des fois, j'en emmène avec moi, enfin, j'en emmène. On part en petit groupe, Ouais. puis après, on voit comment les événements se passent. Et puis, enfin, il y en a certains, c'est pas que ça les rassure, mais on va dire, moi, je suis assez bon gestionnaire en général, donc voilà, je suis capable de les emmener à telle heure, à tel endroit, à peu près, quoi. À quelques minutes près, voilà, je sais à peu près le temps que je mets, quoi. Donc peut-être que ça en rassure certains. Puis après, chacun fait sa course. C'est aussi le but du jeu, c'est que chacun vive son événement à lui, quoi. Ça reste un truc très personnel quand même. Toi, quand tu finis la course, évidemment, tu es super content. Quand un de tes élèves, allez, on va les appeler comme ça, finit, c'est quoi est-ce que tu as une satisfaction qui est proche, qui est différente parce que tu fais ça aussi beaucoup, c'est beaucoup d'empathie. Alors c'est un métier, hein, bien sûr, mais c'est un rapport humain. Tu accompagnes les gens pendant une longue partie. Moi, à titre perso, de l'année. je passe vite à autre chose, hein. C'est-à-dire que Ouais. moi, j'ai pas de fierté particulière de faire ça. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Je le faisais pas. Enfin, je le faisais parce que ça me transcendait moi, quoi. Donc, j'ai pas trop ni de fierté. Enfin, j'ai pas de fierté particulière à ça. Par contre, de voir les gens, des gens que j'ai entraînés, souvent, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui sont venus en me disant ouais, mais ça a l'air sympa, j'essaierai bien, qui arrivent un peu sur la pointe des pieds parce qu'ils sont un peu tentés par le truc. Puis à Angers, enfin tous les coureurs, on se connaît un peu tous, donc ils sont un peu intrigués par le truc, donc ils viennent sans ambition particulière. Et ces mêmes personnes, 5 ans après, des fois je les vois. Ils ont fait UTMB, Diagonale, enfin, ils ont fait toutes les courses du monde. Et ça, c'est pas une fierté, surtout pas, mais j'essaie de me mettre à leur place, quoi. En quoi ça change un peu leur vie. Puis c'est un vrai challenge pour toi de te dire, tiens, je vais essayer de te faire vivre ce rêve ou ce truc-là. Ouais, oui, bien sûr, c'est un challenge. Enfin, c'est un challenge pour tout coach. Coach de foot, le challenge, c'est d'emmener ton équipe au meilleur niveau et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Voilà, tous les gens qui font ça, il y a plein de gens qui coachent des athlètes. Voilà, la satisfaction, c'est de les emmener à 120% de ce qu'ils sont a priori capables de faire au départ. C'est-à-dire de les amener à... Et j'aime bien l'idée des gens qui me disent oh, non, moi la diagonale, surtout pas. Et puis qui 2 ans après me disent tu crois pas que... Et puis une fois que c'est fait, qui sont heureux, fiers. Voilà, donc quelque part, ça change un peu peut-être la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, bien au-delà du sport, des fois. Bon, tu m'as convaincu. Comment je fais? Je vais sur ton site, je t'appelle. Tu m'appelles. Ouais. Tu m'appelles. C'est parce que je te connais, c'est le contact aussi qui est important. C'est d'abord, à mon avis, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que dans tous ces métiers de coaching, enfin, je pense que tous les coachs seraient d'accord avec ça, c'est du rapport humain, d'abord. De confiance, du rapport humain, puis après, ça passe. Quand ça passe, les gens te font confiance, et puis quand les gens ils te font confiance, tu sens que tu peux les amener. Enfin, des fois, j'ai le sentiment qu'il y a des gens, je pourrais les emmener au bout du monde. D'ailleurs, il y en a certains que j'entraîne depuis très 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 longtemps, qui se seraient jamais vus faire ça, et puis aujourd'hui, le moindre truc, hop, je les embarque, et ils viennent, et ce qu'ils n'auraient pas forcément imaginé au départ. Merci David. C'est quoi la prochaine course? Parce que tu Euh, penses à toi aussi. Tu fais courir les autres, mais Alors tu continues, toi. en off, je fais pas mal de trucs en off. Là, je vais faire Belle-Île, je pars à Madère, faire des reconnaissances là, pour essayer de mettre des choses en place là-bas. Maroc, dans l'Atlas. Je vais aux États-Unis avec Daniel Thibault, qui est sur la Western States. Plein de trucs.
plein de trucs. Puis après en course, j'ai un gros groupe pour la diagonale cette année, en espérant qu'elle ait lieu. Ouais. Mais j'ai une bonne vingtaine de coureurs qui seront sur la diagonale. Ouais. Pour la première fois ? Une bonne dizaine pour la première fois. Ouais. Donc ils vont assurer de finir. On verra. Merci beaucoup en tout cas. Merci David. Rendez-vous sur ton site. Ça marche. Avec le numéro de téléphone. Et après, c'est parti. Merci Thierry. Salut. Bye.